Sauf si vous avez vécu sur une autre planète, vous saviez que la semaine passée, vous avez eu une interro. L'interro 1 ici, qui je vous le rappelle, il y aura 2 interros en initiation à la programmation. Chacune est dispensatoire, c'est-à-dire que vous n'aurez plus cette partie-là à l'examen de juin. Bien de juin, pour la seconde session, tout est mis à 0. Mais pour juin, si vous avez eu 12 au moins à l'une des 2 interros, vous êtes dispensé de cette partie. Si vous avez 12 ou plus aux 2, vous êtes dispensé de tout, vous n'avez pas d'examen de juin. Si vous avez chaque fois moins de 12, vous avez tout, etc. Cet interro, on a décidé, si vous descendez tout en bas, vous avez la section où il y a eu l'interrogation, et juste au-dessus, vous avez ce qu'on a appelé l'interrogation à blanc. Il y avait 2 groupes, et donc on a dû faire 2 interros, assez semblables, mais avec des petites différences par-ci par-là. On vous a mis les 2. Ceci, on ne va pas le fermer, vous pouvez vous entraîner dessus. Sachez juste qu'il n'y a pas de correction. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Et le but de la séance d'aujourd'hui, c'est on va corriger la version A de l'interrogation. Alors, vous allez reconnaître, si vous avez passé la version B, des éléments, vous allez reconnaître le type de question. Et donc, si quand j'arrive à cette question-là dans la version A, vous vous dites, ah mais monsieur, moi j'ai pas tout à fait cette question-là, mais j'aurais une question ou quoi, bah, on peut passer sur l'autre version, il n'y a pas de souci. Donc, en initiant la programmation, vous aurez toujours 2 cas. Une partie sans Spider ou Jupiter et une partie avec. On va commencer par la partie sans. Alors, je vais parler beaucoup, puisqu'ici mon but c'est de corriger devant vous et il faut quand même le temps de faire toute l'interro. Du coup, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Vous ouvrez juste votre micro et vous m'interrompez, monsieur, j'ai une question et j'y réponds. Donc, attendez pas que je ne parle plus, ça risque pas d'arriver avant la fin du cours. Interrompez-moi et je réponds à vos questions. Sur ce, on se lance dans le test 1A. Monsieur, juste. Oui. Vous savez nous dire quand est-ce qu'on aura les résultats du test? Je sais pas vous le dire. Ok. Au grand plus tard, avant juin, avant l'examen, parce que vous devez savoir si vous êtes dispensé ou pas. Ça, c'est le max. Ok. Moi, personnellement, je me mets comme balise interne avant la fin des vacances de Pâques. Ok, ça va. Mais c'est pas une balise officielle, donc imaginons que je sois malade ou quoi, je vais pas me décarcasser pour le faire. Et ça dépend pas que de moi, mais aussi de Monsieur Cordier et de Monsieur Toussaint. Donc, à mon avis, d'ici fin Pâques, vous l'aurez, mais il n'y a aucune garantie de ce côté-là. La seule Ok, ça garantie, va. c'est avant la session de juin, parce que là, vous devez le savoir. Ça va, merci. Voilà, désolé, c'est pas la meilleure réponse, mais c'est la réponse vraie. Hop, alors c'est parti, on va privilégier le test. Alors vous voyez que je suis pas très bon, hein. J'ai fait que 0,11 à mon dernier essai. Mais on va essayer de faire mieux. Donc la première partie, c'était convertir sans calculette d'une base 16 en base 10 en base 8 en binaire. Pour gagner un peu de temps, je pense que ceci c'est excessivement simple. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait que je le fasse ou est-ce Moi, que je je veux peux bien, passer? monsieur. Ok, ça marche. Mais Donc vous pouvez aller un peu vite. ça marche. Bah donc ici on est en base 16. Ça veut dire que quand j'écris D16, ça veut dire que cet élément-là, on va faire il vaut 1. Et le deuxième élément, on va faire x 16. D'accord? Un peu comme quand tu écris 15 en décimale. Celui-ci vaut 5 et celui-ci, tu vas faire 1 fois 10. Donc ici, j'ai donc D fois 16. Ça, c'est pour le premier. Plus 1. D, maintenant, comme tu t'en doutes, c'est pas un nombre qu'on maîtrise très bien. Donc, tu sais employer les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, pour aller plus loin, on va employer les lettres. Donc ça, c'est 10, 11, 12, 13. Donc D, c'est le 13e chiffre. Donc c'est comme si j'avais 13 fois 16 plus 1. Alors là, on sait bien que vous n'avez pas de calculette, mais bon, 13 fois 16, c'est 10 fois 16, ça fait 160. Plus 3 fois 16, plus 1. 3 fois 16, ça fait 30 plus 3 fois 6. Et 3 fois 6, ça fait 18. Au final, vous aviez ceci. 160 plus 30, ça fait 190. Ça fait 208, ça fait 209. Donc ici, j'avais 209 en base 10.
Donc, je ne vais pas vous demander à chaque question, ça va, vous avez compris, etc. Si vous n'avez pas compris, interrompez-moi, demandez que je réexplique ou quoi. N'hésitez pas. Donc là, je suis passé de la base 16 à la base 10. J'ai juste calculé. Le premier, c'est x1. Le deuxième, c'est x16. Et puis, si j'en avais eu un troisième, ça aurait été x16 au carré, et puis x16 au cube, etc. Exactement comme quand on lit le binaire. Hein. Celui-ci, ça va être 1. Et puis ici, ça va être x2. Puis x2 au carré, donc x4. Puis x2 au cube, donc x8, et ainsi de suite. Ok, donc ça, c'était la première partie. La base 16, on l'écrit comme ceci, D1. Quand je passe en base binaire, on va donc écrire 1 en binaire. Alors 1 en binaire, ça s'écrit, en exagérant un petit peu, comme ceci. Maintenant, moi, je dois savoir mettre 16 nombres ici, comme je suis en base 16. Donc, où est-ce que je sais mettre 16 nombres? J'ai besoin de combien de bits pour mettre jusque 16? Ça, quelqu'un sait? Donc 16, c'est 2 exposants 4. Donc j'ai besoin de 4 bits. Donc ici, chaque chiffre dans ma base hexadécimale, je peux le coder sur 4 chiffres en binaire. Donc 1, ça correspond à 1 en binaire comme ceci. Et D, on a vu que c'était 13. Alors moi, souvent, ce que je fais pour aller plus vite, c'est qu'en fait, on a ceci. Vous voyez, le premier, ce sera 1. S'il y a un 1 ici, le deuxième, ce sera x2, donc ce sera 2. Le suivant, encore x2, donc ce sera 4. Et donc, j'essaie de monter jusqu'à 13, puisque D, c'est 13. C'est pour ça que je dois faire 8. Si je fais plus 4, j'arrive déjà à 12. Il me manque juste 1. Voilà, je suis à 13. Donc là, j'ai mon nombre en binaire. Après être passé en hexadécimal. Donc en fait, il y a une démultiplication. Ici, j'ai besoin de 4 bits pour coder. Ici, j'ai besoin d'un seul élément hexadécimal. Donc mon binaire, j'ai 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Alors je me souviens plus si on a autorisé de mettre l'espace. Dans le doute, ne le mettez pas. On le met souvent ici pour bien séparer les éléments, mais dans la réponse, on ne va pas le mettre. Je suppose qu'on a prévu que vous puissiez le mettre, mais on ne va pas prendre le risque. Ensuite, donc, ici, on était de l'hexadécimal, c'est-à-dire base 16, vers le binaire. Là au-dessus, j'ai fait l'hexadécimal vers le décimal. Et l'hexadécimal vers l'octal, c'est pas évident. Par contre, le binaire vers l'octal, c'est assez simple. Rappelez-vous, l'hexadécimal, c'est en base 16, donc c'est 2 exposants 4. Parce que 2 exposants 4, ça fait 16. L'octal, c'est en base 8. Et donc c'est 2 exposants 3. Donc ça veut dire que je vais devoir regrouper mes bins 3 par 3. Donc si je repars du binaire, parce que là maintenant j'ai complété mon tableau, donc je peux repartir du binaire. Pour aller vers l'octal, mon binaire, on va l'écrire comme ceci. Bah pour l'octal, on va regrouper ça par 3 bits. Ici, j'ai 3 bits qu'on peut coder sur 8. Et donc là, il suffit de remplacer. Ça fait 3 en binaire. Le suivant fait 2. Et le dernier fait 1. Et donc mon octal, c'est 321, même si je n'aime pas dire 321, mais 3, 2, 1, c'est pas des centaines, c'est des 8 au carré. Ici, je devrais faire ce nombre-là fois 8, puis celui-ci, ce nombre-là fois 1, puis celui-ci fois 8, puis celui-ci fois 8 au carré. Et donc ici, j'ai fait mon système de numération. Est-ce que je peux passer à la question suivante, surtout pour celui qui avait des questions là-dessus? Oui. Oui? Ok, nickel. Alors le suivant, le complément à 2. Je suppose que ça aussi, il faut que j'en parle. Oui, je veux bien. Alors c'est parti. Hop. Donc on a un complément à 2 ici. Alors il y a plusieurs manières de faire. Hein. Il y a vraiment plusieurs manières de faire. Moi je vais vous présenter la mienne. Moi quand je vois un chiffre en complément à 2, dans ma tête je me dis tout de suite, c'est un chiffre négatif. Parce que ici mon bit de signe est 1. Donc je sais déjà que mon résultat, ça va être moins quelque chose. Ça c'est sûr. J'ai un moins ici. Et le quelque chose, ça va être donné par le binaire qui est ici juste après. Si jamais j'étais avec un 0, alors j'aurais un plus.
Et le nombre là, c'est juste passer de ce nombre binaire en nombre décimal. Par contre, quand j'ai un moins, il faut faire toute une étape. Ici, on est au niveau du complément à 2. Et donc, je vais plus toucher au bit de signe parce que je sais déjà que c'est moins. Voilà, c'est réglé. Tant mieux. Et donc, je vais juste me tracasser de la partie en verte. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Je vais juste me tracasser de cette partie-là et me dire, OK, ça, c'est ce que je vais appeler le complément à 2. Bon, en vrai, il faut le bit de signe dedans, hein, mais je vais plus y toucher, donc je ne la remets plus. Ensuite, je vais passer à ce qu'on appelle le complément à 1. Pour passer au complément à 1, on va faire moins 1. Je fais moins 1 ici, et ça va me donner le résultat au complément à 1. Et donc là, on va faire une soustraction bit par bit. Donc 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait, 0 moins 0, ça fait 0. Donc tous ces bits-là ne sont pas touchés. Et puis quand j'arrive au dernier bit ici, 1 moins 1, ça fait 0. Donc on voit ici de ce nombre-là à celui-ci, j'ai juste fait moins 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le complément à 1. Maintenant, on veut retomber à ce qu'on appelle la valeur absolue, donc vers le binaire. Et là, on va inverser. L'inversion, ça revient juste. Quand j'ai un 1, je le remplace par un 0, et ainsi de suite. Vous voyez, ici, j'avais 2 0, c'est devenu 2 1. Puis j'avais 0 1, c'est devenu 1 0. Et pareil ici. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ah non, ok, ça, je les ai tous. Et donc ceci, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. En fait, c'est plus qu'un nombre binaire. Et donc là, on fait juste une conversion classique de binaire vers décimal. Et donc, si je réécris ceci, le premier bit ça vaut 1, puis c'est 2, puis c'est 4, puis c'est 8. Et puis, on va un peu l'agrandir, c'est 16. Et puis 32. Et puis 64. Et puis 128. Et donc ici, en fait, je vais avoir 1. Ici, j'ai juste donné la valeur de chaque bit. Donc, je vais avoir, si je le réécris, ça, c'est une méthode pour le faire facilement, sans calculer, sans faire de gros calculs. Celui-là, ici, il vaut 1, plus le suivant qui vaut 2, hein, puisqu'il est en deuxième position. Ensuite, j'ai un trou. Le suivant vaut donc 8. Ensuite, j'ai un trou. Le suivant vaut donc 32. D'accord? Et là, j'ai mes 4 1. Si je fais ce calcul, alors 8 plus 32, ça fait 40. Et on arrive à 43. Là, j'ai donc trouvé la partie verte, qui est vraiment la valeur. Sachant que je ne suis jamais inquiété ici, alors j'aurais pu faire toute la partie... si on y va un peu plus long, ici, mon bit, il reste 1. Ici, il va être 1. Et lors de l'inversion, il est inversé aussi. Et vous voyez que du coup, ça ne change rien pour la valeur. Ça change rien pour la valeur absolue, hein, puisqu'un 0 devant, ça change rien. Mais j'aime pas trop parce que parfois, du coup, vous perdez un peu et vous disiez que la réponse c'est 43 alors que c'est bien moins 43 parce qu'il ne faut pas oublier le signe qu'on a vu dès le départ. Et donc c'est pour ça que moi je le mets pas dans les calculs pour bien séparer les choses. Et donc ici c'est moins 43. Si jamais vous avez le temps, vous pouvez vérifier. Mais à l'examen, vous n'avez pas le temps. En vous disant, mais tiens, je vais écrire 43 en binaire. Donc, 43 en binaire, ça s'écrit comment? Ça s'écrit 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et ben, si je fais 1, 0, 1, 0, 1, 1, auquel j'additionne mon complément à 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, on va les aligner. Donc ici, il manquait 2 0. Hein. Si je fais l'addition de ceci, ça doit me donner 0. Alors vous voyez, ça va ici, jusque là, tous mes 1 vont être remplis. Là, j'ai un 1 rempli, un 1 rempli, un 1 rempli, un 1 rempli.
Et puis ici, je vais avoir 1 plus 1, et alors ça va faire des additions en cascade. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais ça va devenir 0, ça va reporter 1, ça va devenir 0, ça va reporter 1, et au final, on va avoir des 0 partout. On ne s'est donc pas trompé. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou j'avance? Alors, j'avance. Donc ça, c'était la partie système de numération et codage. Alors, si vous devez repasser cette partie-là, il n'y a pas de surprise. Ce sera toujours la même chose. Il y aura un complément à 2 à trouver en base 10, peut-être l'inverse, une base 10 en complément à 2. Et ici, on vous donnera l'un des 4. On vous donne le binaire, vous devez trouver le reste, ou la base 10 et trouver le reste, et ainsi de suite. De manière générale, je vous conseille toujours, si vous passez de l'octal ou de l'hexadécimal, de repasser par le binaire. C'est le plus simple. Ok, on arrive dans le Python. Donc là, je vous rappelle, je l'ai sorti ici, Jupyter. Si jamais vous avez des questions pour vous montrer quelques petits tests ou quoi. Mais de base, vous n'y avez évidemment pas droit. Mais voilà. Si vous ne voyez pas bien, dites-le moi. Hein. Et donc ici, on vous demande est-ce que les noms de variables suivants sont valides ou non. Donc vos noms de variables, il y a quand même des conventions. Et donc ici, c'est pas valide. Vous ne pouvez pas commencer avec un dollar, un euro ou des symboles spéciaux. De même, vous ne pouvez pas commencer avec un chiffre. Alors, pas commencer avec un chiffre, ça semble assez logique. Hein. Imaginons que j'ai une variable A, dans laquelle on met 7. Et puis tout d'un coup, à un moment, j'aimerais bien faire A plus 7 ou ce genre de choses. Ben, on va essayer de ne pas mélanger les opérateurs, les noms de variables, ces symboles-là. Donc ça, on va garder bien pour le début des variables, éviter les symboles un peu spéciaux. Et est-ce que salut c'est valide? Ben non, ici on est entre guillemets, donc ça c'est du texte, ça peut pas être le nom d'une variable. Donc ici, rien n'était valide. Si vous faites quelque chose comme ça, il va à chaque fois vous dire syntaxe invalide. Pareil, si je mets un 5 devant. Donc voilà. Ok, quand on importe un module, import random, est-ce qu'on peut l'appeler en faisant random.randint25? Oui, c'est tout à fait correct. Si j'avais voulu juste écrire randint25, alors j'aurais dit que j'importais à partir du module random la fonction randint. Ou à la limite, une autre façon équivalente de l'écrire, c'est que j'importe tout dedans. Donc ça, c'était l'autre possibilité. On aurait pu vous demander est-ce que ceci est correct, ça aurait été oui. Il ne faut pas mélanger les deux. Soit j'importe random et il faut que je dise ce que je vais chercher dedans. Soit je dis dès l'importation, dans random, je vais chercher des choses spécifiques ou tout. Et alors là, il n'y a plus besoin de donner le nom. Alors je parle de random parce que c'est le module donné ici, mais c'est pareil avec le module math, c'est pareil avec tous les autres modules. Et donc ceci est valide. Le suivant, on vous dit, bah voilà, qu'est-ce que ça va donner ça? J'ai une variable A dans laquelle on met le texte salut avec un S majuscule. Et on vous demande d'écrire ici, ça va donner quoi? Rappelez-vous, upper, ça met tout en majuscule. Et donc ça va m'afficher salut. Alors, attention, demande bien ce que ça va donner comme résultat. Quand ça affiche une chaîne de caractères, les guillemets ne sont plus affichés. Hein, si je fais ici print salut, vous voyez bien que les guillemets ne sont pas affichés. Donc ici, ce qui est affiché, c'est strictement salut en majuscule. Alors le suivant est un peu plus compliqué. Je vais vous le prendre ici. Le début est classique. Dans A, je mets au revoir. Et puis, dans B, je mets A.title. Alors, il faut savoir que A.title, ça ne change pas A. C'est comme les fonctions du style input, ça renvoie quelque chose qui a été changé. Donc, pour m'expliquer, je prends juste ceci. Vous voyez que title, ça met, comme quand on fait un titre en anglais, en fait, chacune des premières lettres des mots, pardon, en majuscule. Mais c'est important que vous vous rendiez compte que A n'a pas été modifié. Vous voyez, mon A de base, il reste toujours avec sa minuscule au revoir. Et donc, c'est là-dessus que ça joue ici. A, il a au revoir, A majuscule, R minuscule.
B, il va récupérer ce renvoi à title, donc il va avoir les deux majuscules. Et puis swap case, je peux vous montrer ce que ça fait. Ça inverse toutes les majuscules. Vous voyez, le A qui était majuscule est devenu minuscule, le R qui était majuscule est devenu R minuscule. Mais attention, ça ne change pas B. C'est comme A.title, ça va renvoyer, ici on voit que ça renvoie, il y a un out, le texte modifié, mais ça ne change pas. Et donc le print B ici, c'est comme si la ligne là n'avait jamais existé. Et donc la bonne réponse, c'est A majuscule U, espace R majuscule revoir. Ce qui est logique, on affiche B. B, la dernière fois qu'il a été modifié, c'est pas par swapcase, c'est par A.title. Et A.title, c'est le texte au revoir qui a été mis au format titre, donc A majuscule et R majuscule. Ok, le reste, c'est juste des petits calculs. Ça, normalement, vous devez être à l'aise. Si je fais une division entière de 8 par 5, ça me donne 1 et il reste 3 que j'ai pas su diviser, hein, parce que je peux monter que jusqu'à 5, après il reste 6, 7, 8. Ça donne 3. Ici, j'ai 3 exposants 4, donc ça fait 9 fois 9, ça fait 81. Ici, pas oublier la priorité des opérations. En mathématiques, s'il n'y a pas vraiment d'opérations prioritaires comme des parenthèses, on lit de gauche à droite, donc ça va faire 70, 7 fois 10. Division entière par 6. Donc là, vous pouvez y aller au virgule pic. Soit vous faites une belle petite division, soit vous vous dites, ben, je vais mettre combien de fois 6 dans 70? Ben, je vais le mettre au moins 10 fois, ça fait 60. Si je monte à 11, ça fait 66. Si je monte à 12, ça fait 72. 72, c'est plus haut que 70, je peux pas. Donc je monte à 11. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. La règle de Penda, ça ne s'applique pas sur les diviseurs entières, enfin, la division entière. Si, ça s'applique. Ok. Et Non, donc, mais pourquoi est-ce que tu penses que ça s'appliquerait pas? ben, ici, ça, la réponse vaut plutôt 7. Parce Euh, qu'on si on fait d'abord 10 division entière de 6. si tu écris 5 fois 2 divisé par 3, tu vas le faire comme ceci, de gauche à droite. Et pourquoi pas d'abord 2 divisé par 3? Parce que le produit et la division, ça a la même priorité. Et donc tu lis de gauche à droite. Ah, ok, voilà, c'est là que tu pourrais alors. Alors, il faut faire attention parce que avec les fractions, parfois on change un peu le jeu. Si ça peut t'aider, tu peux juste te dire qu'en fait ceci, c'est exactement comme si j'avais écrit 5 fois 2 fois 1 tiers, si tu veux. Tu vois, puisque 1 tiers, c'est juste 3 exposants moins 1. En fait, je pensais qu'il y avait une ordre de priorité pour les divisions et les multiplications, en fait, non. Non, entre deux, c'est comme si tu disais qu'il y avait un ordre de priorité entre plus et moins. En soi, tu sais que c'est la même chose. Tu peux toujours dire que 5 moins 4, c'est comme si tu faisais 5 plus moins 4. Tu vois? Donc tu vas aller de gauche à droite. Ouais, ok. La seule chose qu'il faut un peu se méfier, c'est que parfois on cache des parenthèses. Euh, je sais pas si j'ai de bons exemples. Ah oui, allez ça. Si j'écris ceci, d'accord? Là, en fait, il y a des parenthèses qu'on n'a pas écrites. Parce que ta fraction, ça montre bien que tu vas d'abord faire tout ce qui est dans la fraction avant de faire le reste, parce que tu ne vas pas faire 3 fois 51. Mais si tu écrivais ça justement comme on l'écrit en Python, tu écrirais ça 3 fois 51 plus 2 divisé par 2. Mais si j'écris ceci, bah, tu vas faire 3 fois 51 plus 1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, c'est bon, je vois. C'est bon? Ok. Ok, donc 8 divisé en tiers par 5. Donc là, on va de gauche à droite, hein, c'est la même priorité. Sauf si j'avais mis ici une parenthèse à diviser par 5 fois 2 entre parenthèses, alors oui, ça aurait changé. Donc ici, division entière par 5, ça fait 1. Une fois 2, ça fait 2. Alors le dernier, c'est quelque chose avec lequel vous avez souvent un peu du mal. Bon, ça, c'est des règles à connaître, mais elles sont très importantes. C'est que si j'écris if ça, est-ce que ça va m'afficher le texte? C'est un peu l'idée de ce genre d'exercice. Et en l'occurrence, ici, ça me l'affiche. Donc ça, une autre manière de le dire, c'est que d'un point de vue booléen, la chaîne de caractères espace, ça renvoie vrai. Et de fait, quand dans un if, il y a un vrai, on rentre. Donc ici, c'était avec du texte, hein, on s'amusait un peu avec le texte. Les règles pour savoir si c'est vrai ou faux avec du texte, c'est assez simple. S'il y a quelque chose dans le texte, n'importe quoi, c'est vrai. Si le texte est vide, mais vraiment vide, pas des espaces, si le texte est vide, alors c'est faux. Donc ici, il y a quelque chose, puisqu'il y a un espace, c'est donc vrai. Ici, il y a quelque chose, puisqu'il y a les lettres F majuscule A, L, S, E. Alors, je fais exprès de le présenter comme ça, parce que Python, c'est pas un génie. Il voit une chaîne de caractères, il va se dire que c'est des lettres, il va pas essayer de comprendre si c'est de l'anglais, que ça veut dire faux, et donc il va dire faux ou quoi. Et ça, c'est important de s'en rendre compte, parce que c'est des erreurs qu'on fait parfois. On va un peu trop vite, et au lieu d'écrire if false, on va écrire if false, et tout d'un coup, ça, en fait, c'est vrai, parce que c'est un texte non vide. Donc c'est pour ça qu'on vous ennuie avec ça. Je peux passer à la suite ou pas? Oui. Bon, tout est enregistré, hein, sauf si j'ai fait une bêtise, mais normalement, c'est bon. Donc si vous souhaitez le re-regarder ou si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas. Mais le but, c'est aussi vous poser vos questions maintenant, donc interrompez-moi si nécessaire. Alors ici, on va faire un peu de traduction. J'ai un bout de code. On ne vous dit pas exactement ce qui se passe avant, ce qui se passe après, mais on vous demande, tiens, à quel code ça correspond. Alors, vous pouvez y aller pas à pas et regarder quand ça diverge. Moi, je vais vous proposer d'aller dans l'autre sens, mais c'est parce que je connais l'exercice aussi. Ici, si je regarde mon code, le début est le même, hein, instruction 1, instruction 1, if condition 1, if condition 1. Alors, je vais aller par niveau, donc je ne vais pas encore rentrer à l'intérieur. J'ai if condition 1 ici, if condition 1 là, et if condition 2, instruction 5, et if condition 2. Et donc, toute la partie la plus à gauche, l'instruction 1, le if, le elif et le else, est identique pour les deux. Et donc, ce qui change, c'est ce qui se passe quand on rentre dans la condition 1. Dans un cas, on a un if, elif, else. Dans l'autre cas, on a un if, elif. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on a rentré dans la condition 1. Donc, c'est ici. C'est ce bloc, tout ceci. Hop. On va employer tous les outils qui existent. C'est ce bloc-ci spécifiquement qui m'intéresse. Et donc, on peut le faire. Donc, j'arrive ici dans la condition 3. Donc, c'est if condition 3. C'est bien ce que je fais dans les deux cas. Si c'est vrai, je fais l'instruction 2. Donc si c'est vrai, je fais l'instruction 2. Si c'est vrai, je fais l'instruction 2. Jusque-là, les deux sont bons. Si c'est faux, alors là, j'ai une nouvelle condition. Donc je vais avoir un elif condition 4. Elif condition 4, elif condition 4, top. Si le elif condition 4 est vrai, c'est l'instruction 3. Est-ce que l'instruction 3 est là? Oui. L'instruction 3 est là? Oui. Et si c'est faux, alors j'ai pas de nouvelle condition. Donc j'ai pas de elif, mais j'ai un else. Donc si c'est vrai, instruction 2. Sinon, si c'est vrai, instruction 3. Sinon, instruction 4. Donc là, j'ai besoin d'un else. Et on voit que c'est ce qui manque dans le KB. Dans mon KB, il n'y a pas le else instruction 4. Dans le KB, c'est exactement comme si en fait j'avais juste supprimé. Oups, pas ce que je voulais faire. Le KB, c'est comme si j'avais enlevé cette partie-ci. Bon, vous avez compris, je pense. Voilà, comme si j'avais enlevé ça. Comme si mon code continuait là. Et donc, ça va être le A qui est juste.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que j'y réponds? Pas de questions? Pas de questions. Ah. Ok. On avance. Alors, ici. Là, c'est le genre de choses où il n'y a pas le choix. Vous allez très rarement rencontrer un cas avec juste A, B, C, D, E, F dans la vie. Mais ça va vous arriver très souvent de regarder vraiment virgule après virgule le code pour essayer de comprendre où il y a un problème, qu'est-ce qui se passe mal et refaire tout le cheminement. Donc, c'est pour vous habituer à ce genre de processus qu'on vous demande d'être capable de lire ça. Et donc, au début, voilà, il y a plusieurs variables qui prennent plusieurs choses. J'ai pas envie de m'inquiéter de ça pour l'instant. Je vais m'inquiéter vraiment directement pour la suite. If E. Donc, je dois regarder que vaut E. Alors, E, il a été changé là juste avant. Il prend la valeur de F. Et F, c'était false. Donc, E à ce stade-ci, il valait false. Je vais mettre comme ça pour que ce soit plus clair. Alors là, vous remarquerez que on est en examen et en fait, ce que vous allez faire dans la vraie vie, j'ai pas passé plein de temps à me dire A, ça vaut 9, B, ça vaut none. J'ai tout de suite regardé ce qui m'intéressait. J'ai besoin de faire un truc avec E. On va regarder ce que vaut E. E, il était changé ici avec F, donc je vais regarder ce que vaut F. F valait false, donc E vaut false. Et si E vaut false, je ne rentre pas dans le if. Et donc le A plus égal D, on va jamais le faire. Et j'ai fini la partie 1 avec le if. On va partir donc dans le elif. Parce que si c'est faux, je vais voir le elif. Et là, c'est note A. Donc maintenant, je regarde le elif note A. On va regarder que vaut A. Ben, A, la dernière fois qu'on l'a vu, il a été remplacé par B. Et B, ça valait none. Donc c'est comme si je faisais note none. Puisque A vaut B et B vaut none. Et l'inverse de none, none c'est une sorte de faux en quelque sorte. L'inverse de none, c'est true. Et donc je vais rentrer dans cette condition-là. Si je rentre dans le elif, ça veut dire que je n'irai pas dans le else. Et donc là, C va faire plus égal 2. Et F va être égal à C. Donc je sais que C va être plus égal à 2 et F va être égal à C. Donc ça, il faut un peu essayer de retenir après dans votre tête. On rentre pas dans le elif, on rentre dans le elif et on fera donc ceci. Maintenant, regardons un peu le if. If F. Alors F, c'est quoi la dernière fois qu'il a été modifié? Ben, c'est ici, F égale C. Et C, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, la dernière fois qu'il a été modifié, c'était là, il a augmenté de 2. Il a augmenté de 2 par rapport à quelle valeur? C'est quand la dernière fois qu'on avait C, il n'est pas dans cette ligne-là, il est de l'autre côté. On l'a. Ah oui, bon, je suis trop long pour. On va relancer le test. Ah oui, bon non, on l'a encore ici, parfait. Donc, je continue. C, c'était égal au troisième, c'est-à-dire au 7. Donc au final, l'histoire de C, c'était quoi? C, il vaut 7. On fait plus 2, donc il passe à 9. Et on le met dans F. Donc en fait, mon F, il vaut 9. Et c'est comme si j'écrivais if F, donc if 9. Et là, bah, rappelez-vous, avec ce qu'on vient de dire avec les booléens, si je regarde ce que vaut un nombre en booléen, c'est 9. Si je mets moins 5, c'est true. Si je mets moins 15, c'est true. Et à votre avis, quelle valeur est false dans les nombres? Zéro. 0. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. En informatique, en tout cas en Python, 1 c'est vrai, 0 c'est false, comme très souvent. Mais en fait, c'est plus fort que ça. C'est 0 est false, et tout le reste, c'est vrai. Par exemple, 2, c'est vrai aussi. Moins 2, c'est vrai aussi, etc. Et donc 9, c'est vrai. On va donc faire le print ici. Et donc là, dans le print, on va avoir quoi? On va donc faire un print de A. A, on vient de voir qu'il était true. B, il n'a jamais été modifié, donc c'était none.
Et alors là, on peut déjà regarder, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai true, là, j'ai true none, donc celui-ci pourrait être bon. Et en fait, je pourrais m'arrêter là, ça va déjà être celui-ci. Ça va être le B. Si vous avez un doute, vous voulez vraiment être sûr que c'est bon, vous pouvez aller plus loin. C, c'était quoi? On avait augmenté la valeur de 2 en partant de 7, donc ça va être 9. Et là, je vois, ah, ça correspond. D, on n'y a pas touché, il a juste pris la valeur de C, qui était la valeur de départ de C, donc c'était 7. Et on voit que c'est encore plus bon. E, il a inchangé, il prend la valeur de F du début. F au début c'était false, donc il prend false. Et enfin le F, on lui avait mis C dedans, C qui avait été augmenté de 2 par rapport à sa valeur de départ de 7, donc il y avait la valeur 9. Et là je vois que je trouve vraiment toute ma séquence, il y a très peu de chances que je me sois trompé. Voilà pour cet exercice-ci, en y allant vraiment pas à pas. J'ai une question. On a quand même des if et après on affecte une variable. Ça veut dire que si on affecte une variable qui appartient à un if, ben à chaque fois qu'on peut reprendre la même valeur ou pas? Je suis pas sûr de bien comprendre ta question. En fait, là, quand vous faites if E et que vous donnez A plus égal à D, ça veut dire que par la suite, le A il change du coup. Oui, Il est plus. oui. Ok. Le seul cas où on a des variables locales, c'est quand on a des fonctions. Quand on fait def fonction. Tout le A ici, il est local et donc il n'a rien à voir avec les A qu'on retrouve là. Mais les if, c'est pas le local global, ça fait vraiment partie de l'ensemble. Et donc il y a pas de raison qu'il soit pas affecté par une opération ou une autre. Donc si tu modifies ton A à l'intérieur d'un if, c'est valable pour tous les autres A ici dans tous les autres if. Ça répond à ta question? Oui. Moi, j'ai encore une question. Pourquoi est-ce qu'on est entré dans le if-f en fait? Ok. Donc, quand on a écrit if f, on va regarder ce qu'il y a dans f. F, il avait pris la valeur de C. C qui avait été augmenté de 2 en démarrant à 7. Donc F, c'est 9. Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà ça que F, c'est 9? Ouais. Ok. Et ici, le if, il cherche à avoir un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Et donc, il va convertir ce qu'on lui donne en booléen. Typiquement, si j'écris 2 plus grand que 1, il va convertir ça en vrai, parce que c'est vrai que 2 est plus grand que 1. Si j'écris 2 plus grand que 3, il va m'écrire faux, parce que c'est faux que 2 est plus grand que 3. Bah, si je lui écris 9, pour lui, les nombres, 0 c'est faux, et tous les autres, 1, 5, moins 9, 9, tout cela c'est vrai. Et donc ici, c'est une condition qui est vraie, et on rentre dedans. Je peux te prendre un exemple qui est un peu trop avancé pour vous pour l'instant, mais imaginons que j'ai une liste d'étudiants. Et on peut connaître la taille de la liste. Moi, je pourrais faire ceci. L'enlist, ça va me dire combien il y a d'éléments. Ben, là, l'avantage, c'est que je peux faire une condition très simple. Là, la taille de ma liste, c'est 2, parce qu'il y a 2 personnes. Ben, comme il y a 2 personnes, je rentre, je dis coucou. Si j'en enlève une, la taille de la liste, c'est 1. Alors, 1 en booléen, ça veut dire vrai, donc je rentre et je fais coucou. Par contre, si j'avais une liste vide, il n'y a personne dans ma liste. Alors, la taille vaut 0. Et en booléen, 0, c'est false en Python. Et donc, on ne va pas rentrer dans cette condition-là. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Donc quand c'est faux, on. Ah non. Ben, imaginons que à la place du print coucou, on affectait juste coucou. Comme ça? Oui, et que par la suite, on changeait à. On va quand même rentrer dans A ou pas, même si c'est faux.
Je change après ici. Ah, comme ça? Oui. Alors tout ça, il faut pas hésiter à faire des tests chez vous. Hein. Ça revient à mettre des petits points. Mais donc ici, on verra les listes après. Mais là, j'ai 2 personnes dedans. Donc ici, ça va valoir 2. 2, c'est vrai. Donc je vais rentrer. A va valoir coucou. Donc à ce stade-ci, quand je suis en ligne 4, A vaut coucou. Quand je suis en ligne 5, A vaut toujours coucou. Et donc quand j'arrive en ligne 6, ça va m'afficher coucou. Par contre, en ligne 7, je le change. Donc à partir de la ligne 7, A vaut bonjour. Et donc quand j'arrive en ligne 8, j'affiche bonjour. Donc à ce stade-ci, A vaut coucou à cause de la ligne 4. Et à ce stade-ci, A vaut bonjour à cause de la ligne 7. C'est clair? C'est pas clair? Plus ou moins. Dans la question 5, du début jusqu'au if F, je sais pas si je peux dire, c'est comme si ça n'existait pas en gros ou pas. Bah ça dépend si tu rentres dans les if. Une fois qu'on a résolu les if, c'est comme si tu avais eu ta première ligne, A, B, C, Bah, je veux dire, D. dans le sens où on print rien ici, donc je me dis, Ah, au tu prends final, est-ce rien, mais qu'on tu le traîne modifies ou des pas? choses. Si tu n'étais pas passé par là, ton C il vaudrait pas 9 par exemple. Ton F vaudrait pas 9 non plus. Et donc, si la condition elle était pas juste, donc le C, il serait resté 7. Oui, si la condition n'avait pas été juste, on serait passé dans le else. Et alors on aurait juste fait F plus V égale B. Ok. C'est vraiment un embranchement. Quand tu as un if, tu vas décider est-ce que je fais ça avant de continuer, ou est-ce que je fais ça avant de continuer, ou est-ce que je fais ça avant de continuer. Et donc en fonction des instructions que tu as fait entre, bah, ce qui aura en sortie sera différent. Ici, si jamais E avait été vrai, alors j'aurais augmenté A de D. Mais E, il est faux dans mon exercice. Par contre, si cette condition-là, note A, est vraie, alors je fais ça. Et si ça avait été faux, j'aurais fait ça. Pareil ici, comme F c'est 9 et que ça fait vrai comme c'est un entier, bah alors je fais ceci à vos trous et j'affiche ça. Mais si ça n'avait pas été le cas, bah j'aurais affiché autre chose sans changer A avant. C'est plus clair? Oui, oui, je vois. Ok, top. Ok. Alors, ici, là, il faut... C'est un exercice qui demande de la rigueur, parce qu'il ne faut pas perdre la tête. Donc, ici, je vais afficher ce que renvoie test 2. Donc, c'est important que je vais afficher ce que renvoie, donc c'est bien des returns, ok, ça va bien marcher. Et donc, quand je vais dans test 2, il donne pour le paramètre A la valeur 3, et pour le paramètre B, la valeur 2. Et je vais renvoyer moins 1 fois ce que me renvoie le test 1. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on fait dans le test 1. Le test 1, pour le paramètre A, ce paramètre-là, je lui donne moins le paramètre donné à test 2. Donc je vais lui donner moins le paramètre donné à test 2, donc c'est 3. Donc ça va, je ne sais pas si vous suivez, j'ai mon 3 qui va dans le A là. Donc ici à l'intérieur de test 2, A vaut 3. Donc là c'est comme si j'écrivais moins 3. Et donc le test 1, son A il vaut moins 3. Pareil pour B, je donne 2 au test 2. Et ici donc ça fait moins 2, donc j'appelle test 1 avec B qui vaut moins 2. Maintenant on va rentrer ici, j'ai une condition. Si, et là il ne faut pas avoir peur de l'écrire pour ne pas se planter, moins A. Alors A il vaut quoi? C'est 3, donc ça fait moins 3. Est plus petit que moins B. Et B il vaut quoi? Il vaut moins 2, moins 2. Alors je renvoie A. Je renvoie A qui vaut moins 3. Sinon, je renvoie B, B qui valait moins 2. Donc là, il reste à vérifier, moins ça fait plus.
Moins moins, ça fait plus. Donc, est-ce que 3 est plus petit que 2? Non. Et donc, ça va renvoyer moins 2. Donc, mon test 1, il renvoie moins 2. Et donc, ici, je vais avoir moins 1 fois le résultat de mon test 1. Donc, ça fait moins 1 fois moins 2. Et ceci, ça fait 2. La bonne réponse, c'était ici 2. Alors, si vous avez retenu par hasard, ah mince, j'avais répondu la réponse E ou F, sachez que les réponses sont chaque fois mélangées pour un peu vous empêcher de tricher. Et donc, c'est possible que vous, le 2, il ait été en position F ou G ou quoi. Pour cet exercice, si vous vous dites, ouais, il y a trop de moins, j'y arrive pas, on vous laisse la possibilité de dire, je réponds pas. Et je vais récupérer 25% des points. Et donc, vous aurez eu un demi sur 2. Bon, l'idéal, évidemment, de trouver la bonne réponse, mais c'était une possibilité qu'on vous laisse. Est-ce que c'est clair cet exercice-ci, ou est-ce qu'on en parle encore un peu? Franchement, moi, je comprends pas jusque maintenant. Je pensais à une erreur parce que quand j'ai vu test 1, je me suis dit, ouais, test 1, il n'est pas déclaré comme, enfin, il n'est pas printé comme le test 2 qui a des valeurs. Et du coup, jusque maintenant, je comprends toujours pas. Ok. Donc ici, tu as vraiment l'idée d'un appel de fonction. C'est-à-dire, je peux définir une fonction qui s'appelle test2, qui attend des paramètres A et B. Et je peux appeler cette fonction, test2, en lui disant, bah, pour le premier paramètre, je donne 3, et le deuxième, je donne 2. Et cette fonction, elle pourrait par exemple me retourner -1. Donc si je fais ça, j'affiche ce que me renvoie test2. Test2, elle me renvoie -1. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de multiplier ça par, et là, on réappelle une autre fonction, test1. Et donc, je pourrais définir une fonction test1 avant, exactement de la même façon que ce qu'on avait fait ici. Hein. Quand j'appelle test2, j'ai dû la définir avant. Bah là, j'appelle test1, je dois la définir avant. Et alors, pour pas vous perdre, je vais appeler ça le paramètre C et D. Et qu'est-ce que je donne à C et D? Je vais lui donner -3 et -2. Ainsi, donc C vaudra -3, tout comme A ici, il valait 3. Hein. J'appelais test2 avec 3 pour A, avec 2 pour B. Ici, j'appelle test1 avec -3 pour C, -2 pour D. Et en soi, rien n'empêche de les renommer de la même façon. C'est un peu déroutant, mais voilà, j'appelle test1 en donnant -3 à la valeur A, -2 à la valeur B. Et en fait, mon -3, il vient d'où? Bah, c'est l'inverse de ce qu'on a donné à test2. Donc si je lui ai donné 3, c'est -3. Donc si j'ai rempli A avec une valeur, c'est -A que je vais employer. Et pareil pour B. Et ça change rien si à la place de, ouais, de A et B, on mettait le C et le D. Ici, comme ça, c'est... Non, non, pour le test 1. Ah non, ça change rien. Ah ouais, ben, c'est là que je me suis embrouillé. On peut regarder. Ça, c'est juste le nom des variables à l'intérieur de cette fonction. Je peux les appeler Hugo et Pierre si j'ai envie. Et dans les return du def 2, vous mettez encore Hugo et Pierre. C'est ça. En fait, là maintenant, je vais juste dire si l'inverse de la valeur dans Hugo est plus petite que l'inverse dans la valeur de Pierre. C'est ce qu'on a écrit. Hein. L'inverse dans la valeur du premier argument est plus petit que l'inverse dans la valeur du deuxième argument. Premier argument, deuxième argument. Donc ici, Hugo, il va prendre la valeur de -A. Peu importe que ça ait le même nom parce que c'est des mondes différents. C'est ce qu'on appelle des variables locales. Le A ici, il n'existe qu'à l'intérieur de cette fonction-là. Et donc là, je peux continuer et redire, ben voilà. Si c'est vrai, alors je renvoie Hugo. Sinon, je renvoie Pierre. Donc ça, c'est juste des noms de variables dans lesquels on va venir stocker, appeler des fonctions avec des paramètres, des arguments. Je vais donner 3 ici, qui va aller dans A. Donc ici, à l'intérieur de cette fonction-là, dans test2, chaque fois qu'il y a un A, ça vaut 3. Chaque fois qu'il y a un A, ça vaut 3. Si jamais j'avais appelé cette fonction avec 4, chaque fois qu'il y avait un 4 dans cette fonction, ça valait 4.
Si je repasse au 3, ben là, j'appelle test 1 avec moins 3 du coup. Donc chaque fois qu'il y a Hugo dans cette fonction, c'est comme si j'avais écrit moins 3, moins 3, moins 3. Ça, c'est le principe de... Mais par contre, dans le test 1, le return du def test 2, on ne peut pas mettre Hugo ou Pierre, on est obligé de mettre A et B pour le test, pour Bah, avoir une référence du test 2. si j'écris Hugo ici, il va dire qu'il ne connaît pas cette variable. On n'a jamais dit ce qu'il y a dans Hugo, puisqu'on n'est que dans le monde de la fonction de test 2. Il ne sait pas ce que c'est, ça. Mais dans la définition, on a quand même défini test 1 pour Hugo et Pierre. Alors, ça, c'est juste des noms d'arguments dans lesquels tu vas faire stocker les arguments que tu donnes. Ok, je comprends mieux maintenant. C'est juste des noms pour l'intérieur. Hein. C'est un peu... C'est comme si tu me posais cette question-là. Si je te dis âge input, quel est votre âge? Et après, je fais print âge. Bah, si j'ai envie, je pouvais l'appeler mon âge. Et alors, je devrais faire print mon âge. Bah, là, c'est la même chose. Une fonction, on va lui donner des arguments, mais il faut bien que je dise où est-ce que je les donne. Donc, où est-ce que je vais stocker le 3? Et donc, c'est un peu comme si au début de ma fonction, je faisais a égale 3. Sauf qu'on ne veut pas faire a égale 3, on veut dire a égale ce qu'on a donné. Et ça, la manière de l'écrire, c'est de le mettre entre parenthèses ici. Comme ça, chaque fois que j'emploie a, à l'intérieur de cette fonction-là, c'est la valeur qu'on a donnée. Que ça s'appelle A, Hugo, Pierre, Paul, Jacques, ça marche. Ici, quand j'appelle test 1 et que je donne une valeur là, par exemple moins A, c'est-à-dire A qui vaut 3, hein, puisqu'on a donné là, donc moins 3, ça veut dire que Hugo il va prendre la valeur moins 3 partout à l'intérieur de cette fonction spécifiquement. Mais seulement de cette fonction, parce que dans cette fonction-ci, j'ai jamais parlé de Hugo, de Pierre, c'est quelque chose qui est propre à la fonction. C'est plus clair? Oui. Ok. Alors on va terminer par un petit vrai et faux. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs instructions commençant par le mot-clé return dans une fonction? Alors la réponse est oui, vous avez un exemple ici. Dès qu'on touche un return, la fonction s'arrête et on renvoie un élément, mais on peut en avoir plusieurs. Par exemple, ici, il y a deux fins possibles. Cette question-là, ça vient un peu vraiment à demander, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs fins dans un algorithme? Oui, c'est possible. Le suivant, il faut toujours spécifier. Alors, je vais juste passer comme ça. Comme ça, vous avez une version plus visuelle. Donc, le premier, c'est possible. Est-ce qu'il faut toujours préciser les paramètres lors d'un appel à fonction? Il faut bien être précis. Si j'ai une fonction avec des paramètres, quand j'appelle cette fonction, je ne peux pas juste l'appeler sans donner de paramètres, parce que là, elle en attend un. Donc on pourrait se dire que le paramètre est obligatoire. Mais ici, il faut faire attention, ce n'est pas toujours le cas. Parce que je pourrais dire ce paramètre a une valeur par défaut. Et alors dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de donner les paramètres qu'il faut. Donc ceci est faux. Est-ce qu'on peut invoquer la fonction input en laissant les parenthèses vides? Ben oui, la fonction input, elle a des paramètres par défaut. On peut lui dire juste, je ne vais pas poser de question, quel est votre âge? Je vais juste tout de suite dire, rentrer un truc. Et donc ça c'est vrai, on peut appeler des fonctions en laissant les parenthèses vides si c'est prévu pour. Une fonction a toujours besoin de paramètres. Alors là, attention, c'est faux. La preuve, je peux définir une fonction qui a fait juste bonjour. Alors la fonction a toujours des parenthèses, mais elle n'a pas toujours des paramètres. Parce que ici, il n'y a pas de raison de customiser ma fonction. Là, je voulais customiser ma fonction. Si je rentre 2 ou 3, ça ne va pas donner les mêmes résultats et tout. Ici, c'est une fonction, par exemple, d'accueil. Quand je l'appelle, ça affiche bonjour. Un peu une fonction à afficher l'écran d'accueil. Alors, le nom d'une variable que nous passons comme argument n'a rien à voir avec le nom du paramètre. Ça, c'est tout ce qu'on vient de discuter.
Ça, c'est le nom du paramètre, il s'appelle Hugo. Ça, c'est le nom de l'argument. C'est ce qu'on donne à manger à la fonction. On va dire, Hugo, tu vaux moins 3 maintenant. Et donc, ces deux noms-là, ils n'ont rien à voir. Il ne faut pas qu'ils soient les mêmes. C'est pas parce que je donne moins A ici que ça va être lié là ou quoi. Et donc, ça n'a rien à voir. Et dans un script, la définition des fonctions doit précéder leur utilisation. De fait, je dois toujours dire que la fonction existe avant de l'employer. Parce que Python, c'est un langage de script. Il lit de haut en bas. Et donc, si jamais en ligne 3, on lui demande de faire quelque chose dont il n'a jamais entendu parler, au lieu de se dire, bah, je vais quand même aller voir plus bas si ça n'existe pas, il va planter. Et je dis que c'est un langage de script, mais c'est le cas de la plupart des langages, parce que le compilateur il va faire la même chose. Il va commencer par le haut de votre code, et s'il n'est pas au courant de tout, il va se plaindre. Et donc, oui, les fonctions doivent précéder leur utilisation. On peut vérifier, et vous voyez que je ne vous ai pas raconté des bêtises. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou pas? Pas de questions? Ok. Si, monsieur, Oui. pour le premier test, il vaut pour combien de pourcents par rapport au deuxième test? Environ la Genre, c'est moitié. du 50-50 ou... Un peu moins de 50-50. Il vaut pour 12 points. Et l'autre test, il vaut pour 14, je crois. ouais, quelque chose comme ça. Je vais vérifier pour être sûr, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, 14. Donc c'est grosso modo la moitié-moitié. 12 et 14 sur 26. Ok, alors je sais que dans votre horaire, limite, ça va durer qu'1 heure. Du coup, moi, c'est vraiment pour vous. Je sais bien que vous avez rien d'autre à l'horaire après. Donc, on va se lancer dans la correction du test 2. Si jamais vous devez y aller ou quoi, c'est de toute façon enregistré. Et donc, vous pouvez regarder ça à un moment où ça vous arrange. Sinon, bah, je vous invite à rester avec moi. C'est très dur d'estimer le temps que ça va prendre parce que voilà, je n'avais pas prévu de passer autant de temps à expliquer ceci. Mais c'est le but de la séance, de répondre à vos questions, d'éclaircir des points. Donc, tant mieux qu'on le fasse. Donc voilà, à partir de maintenant, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse de continuer, on va rester, mais ça va encore durer, à mon avis, une bonne demi-heure. Ça dépend de vos questions. Ok, alors je me lance dans le test 2. Cette fois-ci, vous avez droit à Spider et Jupyter. Alors, soit vous codez dans Spider, soit vous pouvez coder directement dans CodeRunner. Moi, je vais le faire dans CodeRunner. Et donc ici, on vous demande, voilà, suite à un bug informatique, la NASA s'adresse à vous pour programmer son module chute libre. Celui-ci renvoie la position d'un objet soumis uniquement à la gravité. Donc votre fonction s'appelle chute libre. Donc ça, c'est la première chose. Je dois définir une fonction qui s'appelle chute libre. N'oubliez pas, on voit ici les tests, donc on voit exactement comment elle doit être écrite, cette fonction. Et cette fonction a 3 paramètres. Elle a donc le temps, je vais appeler ça t, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, mais je suis vraiment ce qu'on me dit ici. Elle a une position initiale, x0, et elle a une valeur par défaut. Alors rappelez-vous, les valeurs par défaut, on va écrire égale 0. Ça veut dire que quand j'appelle mes fonctions en donnant juste le premier paramètre, par exemple 10, bah, les autres paramètres pour lesquels on n'a rien spécifié, ici j'ai pas donné le deuxième ni le troisième, vont prendre leur valeur par défaut. Et donc la position initiale vaudra 0 et la vitesse initiale vaudra 0. Dans ce cas-ci, le temps vaut 2, la position vaut 1 et la vitesse vaut 1. Dans ce cas-ci, le temps vaut 5, la position vaut 2 et la vitesse vaut 0 comme on ne lui a pas donné de valeur. Et maintenant, on vous dit cette fonction affiche. Donc afficher, ça va faire un print, hein, on ne vous demande pas de renvoyer. La position après un certain temps. Et on vous rappelle la formule de la position. C'est x0 plus v0 fois t plus 1 demi, 0,5, fois petit g fois t. Et alors là, attention pour le carré, c'est étoile, étoile 2. Allez pas m'écrire ce carré-là ou celui-ci, c'est pas la même chose. Alors tant qu'à faire, je pourrais dire ce que vaut g. G vaut 9.81. Jusque-là, je pourrais déjà essayer ça. Vérifier.
Alors, on voit que j'ai pas d'erreur, il n'y a pas un bug, un message d'erreur, mais on voit que c'est pas ce qui est attendu. Ici, on vous dit, j'aurais attendu le résultat. Votre position au bout de 10 secondes de chute libre est de 490,50 mètres. Moi, j'ai juste le résultat, en fait, 490,5, 22,62, 124,625. Donc, je vois que d'un point de vue mathématique, je ne me suis pas trompé. Par contre, il faut encore, attention, le temps doit être considéré comme un nombre à virgule. À l'affichage, la NASA ne demande que d'afficher 2 chiffres après la virgule. Et on vous dit, pour que elle est nécessaire d'avoir exactement la même phrase que dans l'exemple. Donc j'ai déjà moi ici ma position après un certain temps. Je vais appeler ça xt. Qui vaut x0 plus v0t plus un demi gt carré. Et pour l'affichage, je veux exactement cette phrase-là. Donc pour pas me tromper, je la prends, je la copie, je la colle. C'est du texte, je la mets entre guillemets. Et les valeurs ici, 5.00, 124,62, ça j'aimerais bien que ce soit adaptable. Donc je vais en transformer ça par un texte à trous. En mettant par exemple %i. Mais %i, c'est si jamais je m'attends à écrire un entier. 10, 2, 5. Or, nous, on vous dit que la NASA, c'est 2 chiffres après la virgule. 10.00, 2.00. Donc si c'est un nombre à virgule, c'est un float, pourcentage float. Et rappelez-vous, je peux demander d'avoir 2 chiffres en mettant .2. Donc là, j'ai mis un trou. Et quand je vais remplir ce trou avec un nombre, 5, 10, 15, etc., ce sera affiché comme un nombre à virgule, avec 2 chiffres après la virgule. Et c'est exactement pareil pour le nombre de mètres. Donc là, j'ai été prendre ma phrase, je l'ai copié-collé ici, et j'ai remplacé ce qui m'intéressait par des trous. Et raison qu'elle est remplir. Pour ça, on sort de la chaîne de caractères, je ne suis plus entre les guillemets. Et là, je vais dire, la première chose, c'est le temps, donc c'est t. Et la deuxième chose, c'est ma position. Alors, je pouvais mettre toute la formule, mais moi, je l'ai stocké dans une variable, c'est plus simple. Et voilà. On va retester ça. Et tout est bon. Et ça, c'était votre première fonction à écrire, qui vous permet, voilà, de trouver la distance parcourue en chute libre. Enfin, la position finale, plutôt. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur la manière dont on le résout ou pas? Non? Ok. Alors, on va passer à la suivante. La suivante. Donc, rappelez-vous que tant qu'on est en présentiel, vous pouvez toujours revenir en arrière au sein d'un même test. Donc, une fois que vous étiez dans celui-là, vous ne pouviez plus revenir sur la partie sans spider, ce serait trop facile. Mais ici, vous avez encore les boutons page précédente qu'il ne faut pas hésiter à employer si tout d'un coup vous avez une révélation. Ou si à un moment vous dites, bon, je suis bloqué dans le 1, mais je reviendrai plus tard. Voilà. Ça, c'est surtout pour les étudiants bisseurs. L'année passée, quand on a fait des examens en distanciel, on empêchait le retour en arrière, mais quand on est en présentiel, on vous l'autorise. Donc ici, on vous dit, voici un code d'un petit jeu, vraiment tout petit, écrit en Python 3. Donc c'est un code qui demande à l'utilisateur de rentrer un score de puissance. Si on regarde un petit peu, ah oui, si j'ai un input, quelle est votre puissance? Oui, de fait. Voilà, on voit dans le résultat quelle est votre puissance. Ok. Et donc l'utilisateur répond, par exemple 5 ou 10. Et ce score entré va faire baisser la vie d'un ennemi, qui s'appelle Fred par défaut. Et un message est ensuite affiché en fonction de la vie restante de l'ennemi. Donc on peut un peu regarder. On voit qu'on a deux fonctions, on ne va pas les regarder maintenant. Je dis que j'ai la vie d'un ennemi. Et puis je demande quelle est votre puissance. Voilà, 5 ou 10. Et puis ici, attaquer, je vais appeler la fonction attaquer. En lui donnant, voici la puissance, par exemple 5. Et puis on va dire que je vais afficher ce nombre de dégâts à l'ennemi qui s'appelle Fred par défaut. Et puis je diminue la vie. Et voilà. Et après, à la fin, je vérifie si je suis en vie. Et là, je vais faire une vérification. Est-ce que ma vie est plus grande que 0? Alors j'affiche, il aurait fallu plus fort pour gagner. Sinon, j'affiche, vous avez tapé trop fort. Ça, vous voyez que c'est un petit code de 16 lignes, mais on vous laisse le temps parce qu'il y a 6 erreurs dedans. Et il faut les trouver. Et là, c'est une question d'expérience. Moi, je vous conseille, dans ces cas-là, de d'abord essayer de repérer des erreurs à l'œil. Des choses qui devraient vous choquer, normalement.
La première ligne, a priori, il n'y a rien de choquant. Def envie, il y a les 2 points, il y a bien les parenthèses, il n'y a pas de paramètres. Jusque-là, ok. Print vie plus grand que 0, ça va print vrai ou faux. C'est bizarre de faire un print. On verra plus tard que, a priori, ce sera plutôt un return, mais imaginons même à votre niveau, vous l'avez pas vu, c'est pas évident, on en parlera plus tard. Def attaqué, dégâts ennemi Fred. Là, par contre, ça doit vous sauter aux yeux. Quand on met une valeur par défaut, c'est un seul égal. Pas 2, mais un seul. Et donc ici, on va corriger. On va enlever. Et donc ici, je vais juste mettre, vous ne deviez pas le mettre pour l'examen, mais c'était comme ça, vous avez un petit visuel devant vous. Avant ici, il y avait un double égal, bah maintenant c'est plus qu'un seul égal. Parce que de fait, c'est une sorte d'assignation. Bon, c'est pas une assignation, c'est une valeur par défaut, mais l'idée c'est de mettre Fred dans ennemi, si jamais il n'y a pas de valeurs qui sont données dans les arguments. Le double égal, c'est pas cette idée-là du tout. C'est une idée de comparaison. Alors global vie ennemi, ok, a priori pas de grosse erreur. Ici, là il y a quelque chose un peu louche que vous devriez voir en le lisant un peu attentivement et surtout sachant que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Mais imaginons que là pour l'instant vous ne voyez pas encore. On va rester vraiment dans les erreurs de syntaxe pure. Vie ennemi égale 10, dégâts égale input. Et là il y a une erreur de syntaxe. Ça vous devez le voir. Attaquer entre crochets dégâts. Ben, ça c'est comme ça qu'on accède aux éléments d'une liste. Alors vous ne le savez pas encore. Mais donc raison de plus, on n'a jamais vu quelque chose avec des crochets pour l'instant. Vous verrez bientôt que c'est comme ça qu'on accède aux éléments d'une liste. Mais attaquer, c'est pas une liste, c'est une fonction. Et une fonction, ça a toujours des parenthèses. Donc ça, c'est dans les petites erreurs, je pense que vous pouvez voir assez vite. Voilà, ici, valeur par défaut, un seul égal. On appelle une fonction avec des parenthèses. La suivante, ici, si vous êtes attentif, envie, c'était avec un V majuscule. Ici, c'est un V minuscule. Je ne vais pas la corriger, parce que normalement, elle devrait apparaître dans les erreurs. Donc imaginons que vous ne l'ayez pas vue. On avance, print, là ça a l'air correct. Et ici, ça vous devez le voir, surtout qu'il y a les couleurs. Dans un print, il faut une chaîne de caractères. Ça, ce serait des noms de variables. C'est la variable vous, c'est la variable av, c'est la variable tro, etc. Et donc ceci doit être entre guillemets. Donc on a les guillemets ici. Alors, il faut savoir, voilà, cette question-ci, elle est sur 4 points. Il y a 6 erreurs. On considère que les 4 premières erreurs comptent pour 3 points. Parce que c'est assez facile de trouver les 4 premières erreurs. Les 2 dernières, c'est pour aller plus loin. Et donc là, c'est juste pour vous montrer déjà que rien qu'en regardant la syntaxe pure, des choses qui doivent sauter aux yeux quand on a codé un petit peu, le fait qu'on met pas un double égal ici, le fait qu'une fonction ça s'appelle avec des parenthèses, le fait qu'une chaîne de caractères c'est entre guillemets, vous avez déjà la moitié des points, pardon, la moitié des erreurs et donc plus que la moitié des points. Maintenant, imaginons, vous avez cherché les erreurs, vous n'en avez pas trouvé d'autres, vous pouvez vérifier le code puisqu'il est censé marcher. Et là, vous allez avoir des erreurs qui vont vous aider. Ici, par exemple, on vous dit, quand on fait vie ennemi moins égale dégâts, il y a un problème de type. On vous dit qu'on mélange des entiers et des strings. Bah regardons, vie ennemi, c'est un entier. Ça veut dire que dégâts est un string. Ah bah oui, dégâts c'est un string. Il faut donc corriger ça. Alors une solution, ce serait de convertir les dégâts en entiers ici. Mais alors je vais avoir le problème là. Vous infligez, ici c'est une chaîne de caractères qu'on concatène avec une autre. Il faut qu'elle soit du même type. Donc plutôt que le corriger en bas, je vais juste dire, bah voilà, où j'avais le problème. Les dégâts ne considèrent pas que c'est du texte. Considèrent que c'est un entier. Donc ici, j'ai corrigé en disant, bah, dégâts c'était un string, je vais le corriger en entier. Vérifions, est-ce que je vais toujours avoir la même erreur? Non, j'ai une autre erreur. Donc ça veut dire que j'ai réglé ce problème. Top. Là, il y a envie. On vous dit, voilà, le nom envie dans cette ligne, if envie. Alors, il faut juste faire un peu attention. Les noms des lignes d'encode runner ne sont pas bonnes. Ils vous disent ici en ligne 19, c'est la ligne 13.
Pourquoi c'est la ligne 19? En fait, c'est parce qu'il y a tout ça avant, en gros, tout ce qui a été exécuté par le programme. Mais donc ici, on voit que le nom envie n'est pas défini. De fait, envie, on n'en a jamais parlé. C'était envie avec un V majuscule. Je l'avais déjà vu tantôt en passant attentivement dessus avec vous. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que le talent de voir tout de suite dans le code où est l'erreur. Il y a aussi l'aide des messages d'erreur qui peuvent vous aider à trouver ces problèmes. Maintenant que j'ai corrigé ça, on peut vérifier, voir quels sont les problèmes suivants. Et là, voilà. Là, vous voyez que j'ai trouvé 1, 2, 3, 4 sur 6 erreurs. Donc là, honnêtement, si vous comprenez pas trop, ça vaut pas la peine de perdre plus de temps que ça. Vous avez 5 sur 6, ce qui vous fait genre 4,6 sur 5, quelque chose comme ça, dans notre système de cotation. Hein. Moi, si j'étais vous, je passerais à la suivante. Maintenant, ici, on est là pour tout corriger à 100%. Donc, on va analyser quelles sont les différences. Et on voit que ici, j'ai un petit souci. Déjà, à droite, j'ai 2 lignes. J'ai un true et vous avez tapé trop fort. Et un false. Donc, j'ai chaque fois un true et un false en plus. Et ça arrive après avoir dit on a infligé. Donc, ça arrive après cette ligne-là et avant celle-ci. Alors, le vous infliger, c'est au niveau d'attaquer. Et donc, en fait, le problème, il peut se trouver qu'ici, il y a envie. Et le fait envie, dans mon exemple, c'est supposé renvoyer vrai ou faux. Si c'est vrai qu'il a envie, j'aurais affiché, il aurait fallu taper plus fort. Si c'est faux qu'il a envie, j'aurais affiché, vous avez tapé trop fort. Mais là, je renvoie pas vrai ou faux, je renvoie rien. Envie, ça renvoie toujours none. C'est pour ça que ici, vous voyez, peu importe le cas, ça écrit toujours, vous avez peut-être tapé trop fort. Ça fait toujours comme si c'était faux. Vous avez tapé trop fort, vous avez tapé trop fort, vous avez tapé trop fort. Et donc ici, il faut préciser, envie, ça n'a pas de sens d'afficher vrai-faux. Ça doit renvoyer vrai-faux. Donc ici, c'est un return. Ça, c'est vraiment pour les étudiants qui visent 20 sur 20, c'est le petit détail. Mais c'est très important que vous fassiez la différence entre afficher à l'écran. Ça ne nous intéresse pas d'afficher si il est en vie ou pas à l'écran. Par contre, ça nous intéresse d'avoir l'information, donc on va renvoyer le résultat de cette comparaison pour l'employer dans le if ici. Ça n'a pas de sens d'avoir un if print. Hein, je ne sais pas si vous voyez ça, ça n'a aucun sens si j'avais écrit if print coucou. Par contre, ça a du sens si j'avais écrit A plus grand que 0. C'est ce que j'ai fait ici. Je renvoie vie plus grand que 0. Je renvoie à une condition, un test. Et on peut vérifier. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Des choses que vous n'avez pas comprises, que vous aimeriez bien que je détaille? Ok, j'avance alors. J'avance vers le gros exercice, qui valait 6 points sur 26, qui est on vous donne des instructions et vous devez faire un algorithme et un code. Commençons par l'algorithme. Et comme vous êtes... Ouais, allez, je vais le faire par Draw.io. Pour l'examen, vous étiez évidemment sur papier. Hop. Donc cette fois-ci, on vous disait quoi? Un algorithme sur papier, d'accord? Cet algorithme, ce code doit répondre à l'énoncé suivant. Vous devez créer 2 fonctions. Donc là, vous aviez une page recto verso, un côté pour la première fonction, impôt à payer, et l'autre côté pour la deuxième fonction, algo principal. Sachant que si vous étiez bloqué dans le premier, vous pouviez vous lancer dans le second, il n'y a pas de souci. Donc la fonction impôt à payer, qui dit fonction, dit début. Début avec ses rectangles au bord arrondi. Donc là, j'ai mon début, que j'aurais pu appeler start ou quoi. Et elle va renvoyer quelque chose. Donc à la fin, j'aurai une fin. Et ça, on n'a pas beaucoup insisté dessus.
Donc on va accepter plus ou moins n'importe quoi, mais elle va donc renvoyer les impôts. Alors soit on écrit renvoi impôt, soit vous pouvez faire une flèche impôt, tant qu'on comprend que cette fonction renvoie quelque chose. Il y avait eu quelques exemples donnés dans les correctifs. Maintenant, on vous explique un peu. Voici le fonctionnement que vous devez retranscrire en algorithme et en Python. Donc, il ne faudra pas oublier qu'il y a une deuxième partie. Elle doit recevoir un argument. Donc, ici, j'ai un argument qui est le, revenu. Alors, soit vous mettez une flèche comme ça, revenu. Soit si vous me l'avez mis en dessous dans une petite boîte, je pense que j'accepterai aussi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment beaucoup vu. Et donc, ici, voilà, j'ai une fonction qui reçoit le revenu et qui va renvoyer les impôts. Et puis, je vais commencer à avoir des conditions. Si ce revenu est inférieur à 25 000 euros, donc ça revient à écrire revenu inférieur à 25 000. On va l'agrandir un petit peu. Et alors dans ce cas-là, le taux d'imposition est de 15% et donc l'impôt à payer est de 15% du revenu. Donc je vais faire un petit calcul. L'impôt est égal au revenu fois 15%. Alors pas oublier, voilà, je vais avoir des flèches qui vont rejoindre tout ça. Alors vous le faisiez à la main, donc ça va un peu plus vite. Je n'ai pas envie de passer des heures à faire mon schéma super beau, comme il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc je mets l'essentiel. Maintenant, évidemment, ici plutôt d'avoir des angles droits, des belles flèches. Tout ceci est bien précisé ici que je suis dans le cas vrai. Alors, vous pouvez écrire vrai, true, oui, non. Tout me va. Donc, ici, j'ai fait la première partie. La première partie qui dit quoi? Qui dit je reçois le revenu en argument. Je ne le demande pas, elle le reçoit, c'est une fonction. Si c'est plus petit que 25 000 euros, alors l'impôt c'est 15% de 25 000. Et c'est tout en fait. Après, la fonction va renvoyer l'impôt. Ça, c'est le premier if. Maintenant, si on est entre 25 000 et 40 000, donc ça veut dire qu'on n'est pas plus petit que 25 000. Donc on va être dans le faux. Comme ceci. Bah, si on est dans ce cas-là, donc ici je suis dans le cas où je suis plus grand que 25 000. Parce que si j'étais pas plus grand que 25 000, je serais rentré dans le premier if. Donc tout ce qui me reste à vérifier, c'est est-ce que mon revenu est plus petit que 40 000. Alors je fais la manière la plus simple, mais enfin, il y a plus simple encore, mais je fais le elif le plus simple. Maintenant, si vous aviez envie de répéter devant qu'on doit être entre 25 000 plus petit ou égal à revenu qui est plus petit ou égal à 40 000, ça c'est correct aussi. La première partie est complètement inutile, mais on n'est pas dans un cours poussé d'algorithmique. Et donc, cette partie-là, je vous le dis qu'elle est inutile pour faire les choses bien. On peut s'arrêter là. Alors, sachez qu'il y avait une méthode plus simple pour résoudre ceci, mais franchement, il fallait y penser. Et là, je vous montre plus ce qu'on attendait vu votre niveau a priori. Alors, donc, quand on est dans ce cas-là, il va de nouveau y avoir un vrai. Il va de nouveau y avoir un faux. Et c'est quoi le vrai? C'est dire que dans ce cas-là, les 25 000 euros en premier sont imposés à 15% et ce qui dépasse à 20%. Donc par exemple, si j'avais 30 000, bah, j'aurais 25 000 à 15% et 5 000 à 20%. Donc dans ce cas-là, décidément, dans ce cas-là, je vais donc avoir un petit calcul qui va me dire que l'impôt, c'est égal, bah, si je suis là, je suis au-dessus de 25 000, donc à 25 000 fois 0,15, plus ce qui reste. Et donc ce qui reste, c'est mon revenu de départ, auquel on a déjà retiré les 25 000 euros.
Et cette partie-là qui dépasse, elle compte pour 20%. Ah, c'est pour ça que vous aviez l'exemple ici, hein, 30 000, il y a 25 000 à 15% et ceux qui restent à 20%. Quand j'ai un revenu, il y a les 25 premiers 1000 à 15% et ceux qui restent, c'est-à-dire ceux que j'ai dans mon revenu auquel on a enlevé les 25 000 à 20%. Hop. Donc j'avais if pour le premier, elif le deuxième, et puis j'ai juste un else. Sinon, dans les autres cas, donc ici, une fois que j'ai mon impôt, je peux finaliser, hein. C'est fini. Bon, ça va être un peu moche, mais voilà. Dans le cas où c'est faux, hop, on va passer comme ça. Dans le cas où c'est faux, on faisait un calcul encore plus long, qui est détaillé ici. L'impôt, c'est égal à 25 000 fois 15%. Et cette fois-ci, on dit, bah voilà, là on est au-dessus de 40 000, donc les 25 premiers 1000, c'est toujours à 15%. Et puis on passe dans la tranche au-dessus. De 25 000 à 40 000, c'est les 15 000 suivants sont à 20%. Donc 15 000 à 20%. Et puis ce qui dépasse, donc ici par exemple de 70 000, ce qui dépassait c'était 30 000. Hein. Il y a 30 000 au-dessus de 40 000. Donc ici ça va être mon revenu, duquel on a déjà retiré 25 000 et 15 000, c'est-à-dire 40 000. Voilà, 0,3. Je vais un petit peu agrandir. Voilà, donc c'est un peu moche parce que j'essaie de ne pas prendre trop de place et d'aller vite. Mais donc, votre algorithme, il doit ressembler à ça. Je reçois le revenu. S'il est plus petit que 25 000, l'impôt c'est 15% du revenu. Sinon, si on est entre 25 et 40 000, on rentre ici. Alors j'ai 25 000 à 15% et le reste à 20%. Sinon, j'ai les 25 000 à 15%, les 15 000 à 20%, et ce qui reste au-dessus de 40 000 à 30%. Vous voyez que c'est un peu comme ça que ça marche les impôts. Hein. Plus on gagne plus on est taxé, mais les parties supérieures sont taxées. Il y a des gens qui pensent que si je suis à 2000 €, je vais taxer à 10%, et puis qu'à 2001 €, tout est taxé à 15%, et donc c'est pas rentable, mais en fait, vous allez avoir 2000 € taxés à 10%, et les 1 € excédentaires, juste eux, sont taxés à 15%. Et c'est ici ce qui se passe. J'ai 25 000 € taxés à 15%, et le reste à 20%. Et si je vais vraiment haut, j'ai les 25 premiers 1000 à 15%, les 15 000 suivants à 20%, et le reste à 30%. Alors les chiffres sont un peu inventés et simplifiés, mais c'est l'idée. Est-ce qu'il y a des questions sur cet algorithme? Non? Ok. Alors, ce qui peut être sympa dans un algorithme, comme c'est une fonction qu'on va appeler après, on va l'appeler impôt à payer. Et comme on en a déjà beaucoup parlé, plutôt que de me lancer dans le deuxième, je vais écrire ma fonction. Donc là, soit vous vous rebasez sur le texte, soit vous pouvez vous baser sur l'algorithme. Ici, c'est plus simple de se baser sur l'algorithme comme ils sont côte à côte. Et donc, je peux dire, je définis une fonction impôt à payer qui attend un paramètre, le revenu. Alors, comme je disais, vous pouviez aussi vous baser directement sur le texte. Et vous pouviez faire l'inverse. Vous pouviez écrire le code et vous en aider pour écrire l'algorithme. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus simple d'écrire du code parce que ça va plus vite que de faire des dessins. Mais chacun ses faiblesses et ses forces. Et puis, on voit tout de suite que j'ai une condition. Si le revenu est plus petit, décidément, petit que 25 000, alors l'impôt est égal au revenu fois 0,15. Alors, autant dans les algorithmes, on aurait accepté ici que vous nous écriviez fois 15%, pas de souci. Autant dans Python, 15%, il va un peu se demander c'est quoi ce pourcent, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que rappelez-vous, pourcent c'est modulo. Donc de son point de vue, il va dire vous faites x15 modulo, oui, mais modulo quoi? Il va s'attendre à un chiffre, il va mettre une erreur.
Et donc 15%, c'est 15% à la limite, comme ça, ou alors 0,15. C'est pas plus petit que 25 000. On va regarder, est-ce que c'est plus petit que 40 000? Dans ce cas-là, on a un impôt qui vaut, et là, en fait, si j'avais envie, je pourrais même me rebaser sur le texte, hein. Mon impôt valait ceci, dans le cas où je suis en 25 000 et 40 000. Mon impôt valait 25 000 fois 15%. Bon, je lui ai dit 15%, on va plutôt écrire 0,15. Fois 5 000. Et 5 000, on a vu que c'était ce qui dépasse 25 000. Donc, c'est le revenu duquel on a déjà enlevé 25 000. Et ça, c'est à 20%. Et si on n'est pas plus petit de 25 000 et qu'on n'est pas plus petit de 40 000, alors on est dans les tranches supérieures et on va dire que l'impôt, c'est tout ceci. Avec ici une partie à 15 000. D'accord, 25 premiers 1000 à 15%. 25 premiers 1000 à 15%. Les 15 000 suivants à 20%. Et ce qui reste comparé à 40 000, on va le mettre à 30%. Donc ici, j'ai fini d'écrire. Tiens, pourquoi je ne pas? Hop. Ici, j'ai fini d'écrire mes conditions, mon if, mon elif et mon else. Et dans tous les cas, on vient à la fin où on vous rappelle bien que la fonction doit renvoyer la valeur de l'impôt à payer. Donc je vais avoir un return impôt. Alors, vous voyez que dans les tests, on a été gentil. On a des tests sur la première fonction et des tests sur la deuxième. On va vérifier ça. Je vois que les tests pour la première fonction ont réussi et les tests pour la suivante n'ont pas réussi. En particulier, si on regarde un peu, la suivante, il vous dit carrément la deuxième fonction n'a pas été définie, donc ça va planter. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première fonction impôt à payer? Non. Est-ce que vous avez eu du mal à comprendre l'énoncé? Est-ce que ça a été? Est-ce que... Qu'en avez-vous pensé? Moi, je trouve qu'il y avait juste pas assez de temps. Ouais, ça c'est le grand classique de cet examen. Le temps de réfléchir, de tout faire. Ouais, c'était vraiment short, quoi. Pourtant, on l'a encore raccourci. Là, je pense qu'à un moment, il faut aussi que vous vous rendiez compte que là, ça prend beaucoup de temps parce que je suis en train d'expliquer pas à pas tout ce que je fais. Mais même en y allant doucement, vous voyez par exemple les exercices précédents, en fait, ça va très très vite. Et donc, c'est ce qui est compliqué, hein. Il y a quelque chose qui s'appelle la taxonomie de Bloom. Un truc pédagogique. Qui est ceci. Qui va vous dire, hop, on va afficher l'image. Ouais, c'est un peu dégueulasse, mais bon, la qualité est médiocre. Mais en somme, c'est des activités pédagogiques les plus faciles, entre guillemets, hein, aux plus difficiles. En tout cas, celles qui demandent le plus de connexion neuronale, on va dire. Le plus simple, c'est mémoriser, et le plus dur, c'est créer. Alors nous, on ne sait pas trop si on est entre appliquer et créer, mais c'est ce qui est compliqué avec le cours d'initiation à la programmation, c'est qu'on vous demande d'écrire du code. Et ça, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose de très compliqué, c'est le même niveau de complexité parfois que d'écrire un TFE. Ça reste créer des nouveautés. Et là, il faut réussir à faire ça de manière relativement fluide, et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut s'entraîner, 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 pour que ça devienne quasi, quand vous lisez ceci, que vous dites, ah mais c'est déjà quasi écrit comme en code, ça va me prendre 5 secondes. Mais c'est sûr que c'est long comme examen, ça c'est sûr. Et ça, c'est justifié dans le fait que c'est un cours où on vous demande de créer des choses, et donc c'est un cours qui est par définition beaucoup plus compliqué. Bon voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais ça nous intéresse d'avoir le feedback, hein. On n'a pas encore tous les résultats, donc on va analyser ça, voir aussi un peu ce qu'on peut améliorer pour l'interros qui était un peu trop long, un peu trop court, ou quoi. Et justement, dans ces questions-là, le test 1, vous avez eu le temps? J'ai l'impression que la plupart ont eu le temps de le finir, ou le test 1, c'était trop short? Ça allait. Ça va.
Ouais, donc c'est surtout le test 2 qui était trop court. Ouais. Ça marche. C'est noté. Bon, on sera peut-être aussi un peu plus indulgent du coup. On verra. Ok, bon, du coup, moi je vais continuer. Maintenant, on a la fonction algo principale. Alors, je vais une fois le faire dans l'autre sens, juste pour le fun. La fonction algo principale est une fonction qui demande le revenu d'un employé et lui affiche les impôts à payer ainsi que son net. Voici son fonctionnement. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle algo principal. Ça, je peux le faire. F, hop, algo principal. Voilà. Et donc, sa première étape, elle doit demander à l'utilisateur quel est votre revenu. Ça, c'est un input. Et on vous disait bien, copier-coller dans CodeRunner les phrases en bleu pour éviter tout souci d'orthographe. Donc, prenez ce réflexe-là, comme CodeRunner est assez strict, il veut vraiment retrouver quel avec un Q majuscule, avec ici un espace. Copier-coller un maximum de choses. Et donc, ici, ma question, c'est quel est le revenu. Et je vais stocker ça dans une variable. Je vais appeler ça ref. Voilà, là, je vais demander à l'utilisateur quel est votre revenu. Je dois ensuite appeler la fonction impôt à payer avec ce revenu comme argument pour recevoir l'impôt à payer. Donc là, je vais appeler la fonction impôt à payer et je vais lui donner le revenu. Alors attention, ici, tout du long, le revenu, on s'attend à avoir un nombre. Un entier, par exemple. Mais ça pourrait être un float. Ici, input, ça me renvoie un string. Donc je vais devoir convertir ça. Alors on acceptait un peu tout. Conversion en entier ou conversion en float. Les deux nous conviennent. Ici, dans l'exercice qu'on a pris, c'était chaque fois des entiers, histoire que justement ça ne pose pas de problème si vous choisissez l'un ou l'autre. Mais vous allez voir qu'après, on va un peu spécifier, voilà, au format entier, donc je vais déjà le mettre en entier. Ouais, c'est un détail. Et donc, là, j'appelle la fonction impôt à payer en donnant le revenu rentré par l'utilisateur. J'ai ici l'exemple, si on rentre le revenu 30 000, 70 000, pareil, 30 000, 70 000. Et je veux récupérer ça. Donc, je vais appeler ça impôt. D'accord? Donc, j'appelle la fonction impôt à payer avec mon revenu. Et ça va me renvoyer les impôts à payer que je stocke dans une variable. Alors, pour pas vous perturber, je vais l'appeler différemment, même si je pourrais garder le même nom parce que c'est des variables locales. Le impôt ici, il existe que dans cette fonction-là. Donc, je pourrais employer le même nom, mais pour pas vous perturber, je vais employer des noms différents. Ok, une fois le revenu et l'impôt à payer connus. Alors, le revenu, est-ce qu'il est connu? Oui. Mes impôts à payer, est-ce qu'ils sont connus? Oui. Alors, elle doit afficher la phrase suivante. Donc, ma fonction doit afficher quelque chose, c'est un print. Et c'est quoi la phrase? On va aller la prendre. Pour un brut de xxx euros, vous devez payer YYY d'impôt à payer. Hop. Et on vous demande où xxx et YYY doivent être remplacés par les bonnes valeurs au format entier. Donc là, l'idéal, j'ai un format, donc je vais remplacer ça par des textes à trous, %i et %i. Alors rappelez-vous, tantôt on a fait %.2f pour dire des nombres à virgule. Ici, %i pour dire que c'est un nombre entier. Et il n'y a plus qu'à les remplir. Le premier, c'est le revenu. Le deuxième, c'est mes impôts. Voilà. Alors, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours prendre ça et vous dire, tiens, je vais regarder un peu ce qui se passe dans mon Jupyter. Est-ce que j'ai des erreurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se passe bien? Ah bah là, j'ai pas appelé ma fonction, je vais appeler algo principal. Quel est votre revenu? 30 000. Pour un brut de 30 000, vous avez 4 750 € d'impôt. Ça a l'air de bien marcher. Je peux aussi le tester dans CodeRunner. Vérifier. Ici, on voit que mes tests ont raté, mais qu'en termes de début, c'est pas mal. Quel est votre revenu? 30 000. C'est ce que le bon résultat doit faire. Et moi, j'ai eu quel est votre revenu? 30 000. Parfait. Est-ce que ma phrase est bonne? Pour un but de 30 000, vous avez 4 750 € d'impôt à payer. Ma phrase est bonne. Et ce qui manque, c'est la suite. C'est normal, j'ai pas été jusqu'au bout sur mon net. Donc, regardons un petit peu. J'ai fait les premiers points, demander à l'utilisateur, appeler la fonction impôt à payer. Les impôts revenus connus, j'affiche une phrase.
Et maintenant, je dois calculer le revenu net, c'est-à-dire le revenu brut auquel on soustrait l'impôt. Donc, je vais juste créer une nouvelle variable, c'est pas obligatoire, mais je vais le faire. Je vais dire mon net, c'est mon revenu, moins les impôts. Ça, c'était le point 4. Et enfin, je vais afficher la phrase. Donc, afficher, alors on n'a pas mis en gras, mais bon, vous avez compris. C'est print, ceci, où on va remplacer ZZZ par un trou avec un entier. Donc, je vais afficher la phrase en remplaçant le ZZZ par un trou avec un entier qu'on remplit avec le net. Je peux vérifier et j'ai que du vert. Est-ce qu'il y a des questions sur ce code-ci? Est-ce que Non. c'est clair? Ouais, ok, top. Alors pour vous entraîner, vous auriez pu repasser sur le repartir d'ici. Moi, je vais repartir du code. Comme j'ai déjà fait une partie de l'effort, je trouve que c'est plus simple. Et donc, j'ai un algorithme qui s'appelle algo principal. Alors, vous pouvez l'écrire dedans, à part, là, on n'a pas trop insisté sur ces conventions-là. Algo principal, c'est son début. Ça ne demande pas d'argument, donc je vais rien demander. Et puis, la première chose que je fais, c'est que je vais poser une question. Ça, c'est une interaction, les inputs, hein, où je demande quel est votre revenu. Et je stocke ça dans la variable revenu. Vous pouvez l'écrire de plein de façons différentes, on en avait déjà parlé. Le but est qu'on comprend que vous posez une question et que vous récupérez la valeur. Le fait qu'il y ait le parallélogramme, c'est le plus important, et le fait qu'il y ait la variable dans laquelle on stocke ça. Que vous m'écriviez un truc du style entrée, sortie, que vous le fassiez en 2 parallélogrammes, j'affiche quel est votre revenu, et un deuxième, je récupère la valeur, tout ça c'est bon. Pas oublier mes petites flèches. Maintenant que j'ai le revenu, je vais appeler impôt à payer. Et alors là, c'est les procédures, c'est ceci, où on dit que j'appelle la fonction impôt à payer en donnant la variable revenu. Alors pour faire le lien avec ce que j'ai fait là dans mon code, moi je vais appeler ça rev, donc je vais l'appeler rev. Donc là j'appelle la fonction impôt à payer, ce qu'on appelle une sous-procédure. Et ceci, ça me renvoie quelque chose. Vous voyez ici, j'ai renvoyé, donc je vais stocker ça, et alors là, bah, soit vous l'écrivez à la Python, je pourrais écrire mes impôts égale impôt à payer, pour faire genre, voilà, je stocke le résultat là, je peux réemployer des flèches, tant qu'on comprend. Vous pouvez même, si vous êtes perdu, l'écrire en français, tant qu'on comprend. Ensuite, j'ai un affichage. Et l'affichage, bon, moi je vais tricher. Je vais recopier la phrase. Vous pouviez soit réécrire toute la phrase, soit comme c'est une correction à la main et pas code runner, nous on est capable de comprendre. Donc pour un brut de, et alors là je peux faire par exemple une chaîne à trous comme vous le connaissez, une concaténation, pardon. Pour un brut de, et puis là c'est le revenu que je veux mettre. Vous avez mes impôts impayés. Alors j'insiste, essayez de repérer l'essentiel de l'accessoire. Ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que vous avez été capable de montrer que vous avez employé ces variables, rev et mes impôts. Est-ce que vous êtes capable de montrer que c'est une sortie, donc c'est un parallélogramme. Si vous avez juste écrit afficher rev et mes impôts, ça passe aussi. Hein. Nos algorithmes servent plus pour vous apprendre un peu les conventions, surtout de forme. Le fait qu'on met des flèches et pas n'importe quoi entre. Et pour vous aider à la programmation. Mais on en fait vraiment de la programmation, on en fait ici. Et c'est là qu'on va être intransigeant. C'est là où il y a des règles très précises. Sinon, Python, si vous ne mettez pas 2 points, il pleure, il va vous mettre une erreur de syntaxe. En algorithme, on va être plus souple. Surtout qu'il y a plusieurs types de conventions, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. On est arrivé jusqu'ici.
Et donc, on peut faire un petit calcul en interne pour dire, bah, mon net, c'est égal à mon revenu, moins mes impôts. Ça, c'est vraiment ma ligne 21 ici. Hop. Et puis, on termine par un affichage. Et juste pour vous montrer à quel point on n'était pas regardant, entre guillemets, j'aurais pu faire affichage, le net, par exemple. Ça, c'est le minimum que j'accepte. Voire même peut-être ça, dans le terme de minimum. Si vous avez été motivé, vous auriez dû écrire votre net. Et donc de choses comme ça. Ça, c'est le top du zèle. Et pas oublier là-dedans qu'on a des flèches et pour tout algorithme, il y a une fin. Peu importe que ce soit la fin d'une fonction qui renvoie quelque chose, mais il y a une fin. Et donc, on met la fin. Voilà, si ça vous intéresse, chaque partie était sur 1,5 point. Donc cet algo-là était sur 1,5. Cet algo-là était sur 1,5. Cette fonction-là était sur 1,5. Et cette fonction-là était sur 1,5. Et sachant que, bah, en gros, on code pour chaque petite difficulté. Est-ce que vous avez été capable de faire la conversion, de demander le input, d'appeler une fonction, de faire un print, de faire un trou dans les prints. Et voilà, là, vous avez plus ou moins les points sur lesquels je vais coder cette partie. Et votre interro était terminé. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur ce algo principal et mon algorithme ou pas? Ce serait quand même plus logique que le code soit pour plus de points, non? Bah, en termes d'effort, ça dépend toujours dans quel sens tu regardes. Ce serait plus logique, mais ce serait pas vous rendre service. Mais les deux sont censés être la même chose. Mais on sait aussi que ça prend beaucoup de temps. Tu vois, ça prend plus de temps de mon point de vue de faire l'algorithme que de faire le code. Mais le code est plus important que l'algorithme, et donc on a mis les mêmes points finalement. Et sachant que aussi que l'algorithme, c'est le seul endroit où on vous teste, alors que le code, tous les autres exercices, on vous tester dessus. D'où notre motivation de côté un peu comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non, ça va. Ça va? Bah alors j'arrête. Oui, vas-y. Ah non, non, j'ai plus de questions. Ok, bah alors j'arrête l'enregistrement comme ça il n'y a pas une longue plage sans rien à la fin. Hop là.